Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons vous parler du patron de conception chaîne de responsabilité. Pour cela, nous allons adopter le plan suivant. Nous allons commencer par une problématique, puis une définition de ce patron. Ensuite, nous allons vous présenter sa structure UML et ses différents cas d'utilisation, puis passer à une mise en œuvre qui va se suivre dans cas pratique. Après, nous allons présenter les avantages et inconvénients de la chaîne de responsabilité et conclure avec son lien avec les autres patrons. Les design patterns ou patrons de conception sont des solutions éprouvées à des problèmes de conception logicielle. Ils décrivent des procédés généraux et réutilisables pour concevoir des logiciels. Ces modèles sont définis pour pouvoir être utilisés avec un maximum de langage orienté objet. On les regroupe en trois types. Les patrons de création pour créer des objets, les patrons de structuration pour organiser les classes et les patrons de comportement pour organiser la communication entre les différents objets. Imaginez que vous travaillez sur un système de commande en ligne. Vous voulez restreindre l'accès au système pour que seuls les utilisateurs authentifiés puissent créer des commandes. Les utilisateurs qui ont les autorisations administratives doivent avoir un accès total aux commandes. Après un travail de préparation, vous vous rendez compte que ces étapes doivent être exécutées dans un ordre précis. L'application peut essayer d'authentifier un utilisateur auprès du système lorsqu'il reçoit une demande qui contient ces identifiants. Mais si ces derniers ne sont pas corrects et que l'authentification échoue, ce n'est pas la peine de lancer d'autres vérifications. Pendant les mois qui ont suivi, vous avez mis en place plusieurs vérifications supplémentaires. Un de vos collègues vous a fait remarquer qu'il n'était pas très prudent d'envoyer des données brutes directement dans le système de commande. Vous avez donc ajouté une étape de validation supplémentaire pour purger les données de la demande. Plus tard, quelqu'un a découvert que le système de mot de passe était vulnérable aux attaques par force brute. Vous avez donc ajouté une autre étape qu'il filtre les échecs répétés provenant de la même adresse IP pour y remédier. Quelqu'un d'autre vous a suggéré d'améliorer la vitesse du système en envoyant les résultats directement depuis le cache lorsque les demandes répétées retournent les mêmes résultats. Vous avez donc implémenté une autre étape qui laisse la demande passer si le système ne trouve pas la réponse correspondante dans le cache. L'ajout de ces nouvelles fonctionnalités a fait grossir le code des vérifications. La modification d'une vérification affecte parfois les autres. Le pire dans tout cela, c'est qu'en voulant réutiliser les vérifications existantes pour protéger les autres composants du système, vous avez été obligé de dupliquer du code car ces composants n'avaient pas besoin de toutes les étapes. Le système est devenu très difficile à comprendre et cher à maintenir. Vous vous êtes débattu avec le code pendant un moment jusqu'au jour où vous avez décidé de tout reprendre à zéro. Pour pallier à ce problème, la solution serait de trouver un patron de conception qui repose sur la transformation de comportements particuliers en objets autonomes. Chaque étape devra être extraite de sa propre classe avec une seule méthode qui effectue la vérification.
ce qui limitera les interactions. La demande sera donc passée en paramètre de la méthode avec toutes ces données. Il sera ensuite question de relier ces objets par une chaîne. Et chaque objet devra stocker une référence vers le prochain objet de la chaîne dans l'un de ses attributs. En plus de traiter la demande, les objets pourront la faire passer plus loin dans la chaîne si nécessaire. C'est la chaîne de responsabilité. La chaîne de responsabilité est un patron de conception comportementale qui permet de faire circuler des demandes dans une chaîne d'objets appelée handlers, chacun des handlers ayant une responsabilité unique. Lorsqu'un handler reçoit une demande, il décide de la traiter ou de l'envoyer au handler suivant de la chaîne. La demande peut faire le tour de la chaîne jusqu'à ce que tous les handlers aient eu l'occasion de la traiter. Le mieux dans tout cela, c'est qu'un handler peut décider de ne pas envoyer la demande plus loin dans la chaîne et de mettre fin à son traitement. Tout d'abord, nous avons l'interface handler qui est commune pour tous les handlers concrets. En général, elle ne comporte qu'une seule méthode pour gérer les demandes, mais peut parfois en contenir une autre pour désigner le prochain handler de la chaîne. Ensuite, nous avons la classe AbstractBaseHandler, qui est une classe facultative dans laquelle le code commun à tous les handlers peut être écrit. En général, elle définit un attribut qui pointe vers le prochain handler. Elle peut aussi implémenter le comportement par défaut d'un handler, c'est-à-dire s'assurer de l'existence du prochain handler puis lui déléguer le travail si nécessaire. Nous avons ensuite les handlers concrets qui contiennent le code qui traite les demandes. Lors de la réception d'une demande, chaque handler décide s'il doit la traiter et ou s'il doit l'envoyer plus loin dans la chaîne. Notre client dans cette structure qui représente le programmeur peut créer les chaînes juste une fois ou les assembler dynamiquement en fonction de la logique métier. Il est conseillé d'utiliser la chaîne de responsabilité quand votre programme doit traiter des types de demandes variées de différentes manières, mais que le type exact et leurs données dans la chaîne ne sont pas connus à l'avance. Ce patron vous permet de former une chaîne avec les handlers et d'interroger chacun d'entre eux lors de la réception de la demande afin de savoir s'ils peuvent la traiter. Chaque handler a ainsi l'opportunité de traiter la demande. Utilisez ce patron si vos handlers doivent absolument respecter un ordre donné. Comme vous pouvez définir les liens entre les handlers de la chaîne, les demandes la parcourront donc selon l'ordonnancement que vous avez configuré. Vous pouvez aussi utiliser la chaîne de responsabilité si l'ensemble des handlers et leur ordre dans la chaîne peuvent changer lors de l'exécution. De plus, si vous fournissez des setters à un attribut à l'intérieur d'une classe handler, vous serez en mesure d'ajouter, de retirer ou d'ordonner dynamiquement les handlers. De plus, si vous fournissez des setters à un attribut à l'intérieur de la classe handler, vous serez en mesure d'ajouter, de retirer ou d'ordonner dynamiquement les handlers. La première étape de la mise en œuvre de notre chaîne de responsabilité
est de déclarer l'interface du handler et la méthode qui gère les demandes. Ensuite, il faut déterminer la manière dont le client passera les données de la demande dans la méthode. La manière la plus flexible consiste à convertir la demande en objet et à la passer en paramètres de la méthode. Pour éviter la duplication du code de base dans les handlers concrets, il peut être utile de créer une classe abstraite de base pour le handler dérivé de l'interface handler. Cette classe doit posséder un attribut qui est une référence vers le prochain handler de la chaîne et vous devriez envisager de la rendre non modifiable. Mais si vous prévoyez de modifier les chaînes lors de l'exécution, vous devez envisager des setters pour changer la valeur de l'attribut qui stocke les références. Vous pouvez également mettre en place le comportement par défaut des méthodes des handlers qui consiste à envoyer la demande au prochain objet s'il en reste. Les handlers concrets peuvent utiliser ce comportement en faisant appel à la méthode de leur parent. C'est cette méthode qui est définie par la clause if. Ensuite, il faudra créer les sous-classes des handlers concrets une par une et mettre en place leur traitement. Chaque handler doit prendre 2 décisions lors de la réception d'une demande. Premièrement, il doit décider s'il doit traiter ou non la demande et ensuite, deuxièmement, décider s'il doit la passer ou non au handler suivant de la chaîne. Le client doit assembler lui-même les chaînes ou recevoir des chaînes préconstruites via d'autres objets. Dans le dernier cas, vous devez mettre en place des fabriques pour assembler des chaînes selon la configuration ou selon les paramètres d'environnement. Le client peut déclencher n'importe quel élément de la chaîne, pas forcément le premier. La demande continuera de parcourir la chaîne jusqu'à ce qu'un handler refuse de la laisser continuer ou jusqu'à ce que l'on atteigne la fin de la chaîne. Tout dépend de l'objectif de la demande et en fonction de cet objectif, un des handlers pourra se déclencher et cela n'est pas forcément le premier. La chaîne étant dynamique, le client doit être capable de gérer les scénarios suivants. La chaîne peut être composée d'un unique client. Certaines demandes n'iront pas jusqu'au bout de la chaîne. Certaines demandes atteindront la fin de la chaîne sans être traitées. Nous allons maintenant passer au cas pratique présenté par mon collègue. Donc, merci à ma collègue Ngakam pour cette première partie. Nous allons continuer dans cette seconde partie avec le cas pratique. Donc, il s'agirait pour nous de résoudre notre problématique, c'est-à-dire comment l'utilisateur peut faire pour se connecter. Au lieu d'avoir un seul code qui traite tout cela, nous allons le diviser en 4 handlers. Une première interface dont hériteront les autres interfaces. Un second handler, comme nous l'avons déjà vu précédemment, qui se chargera du nombre de limites de tentatives de connexion. Un troisième se chargera de vérifier les identifiants de l'utilisateur. Et un dernier de vérifier le rôle de l'utilisateur, pour voir si c'est un administrateur ou un simple utilisateur. Donc pour tester ce code, nous allons y ajouter 2 classes, une qui nous servira de base de données pour cet exemple précis, et une autre pour la programmation de la chaîne et l'exécution du code. Donc, après rédaction du code sous Eclipse, on peut le voir là. Donc, le premier handler, validation. Donc, à l'intérieur, on a une méthode qui sert à connecter le handler avec le handler suivant, le next, qu'on appelle next ici. Ensuite, une sous-classe abstraite
vérification vu que chacune de ces classes va faire de la vérification à sa manière. Donc cette méthode vérification sera redéfinie par les autres sous-classes qui hériteront de validation. Et à la fin, absence suivant pour vérifier s'il y a un handler suivant, alors on le passe afin que lui aussi effectue sa vérification. Dans le cas contraire, on ne passe plus, le travail s'arrête là. Donc ainsi, on a le code de validation. Ensuite, on aura limite demande, dont le but est de limiter le nombre de demandes par minute. Donc, il y a des variables qui sont définies, le nombre de requêtes par minute, le nombre de requêtes totales et le temps. Donc, dans la programmation, nous allons donner le nombre de requêtes par minute, 2 ou 3 maximum. Et ensuite, on a la programmation dans la redéfinition de vérification où il vérifie si le nombre de requêtes qui sont effectuées dépasse le nombre de requêtes limite qui a été donné pendant 1 minute ou pas. Et à la fin, bien évidemment, il vérifie s'il y a un handler suivant, il le passe avec la méthode absence suivante, sinon, il s'arrête là. Donc, le troisième handler, c'est identifiant user qui va vérifier simplement dans la base de données pour voir si le email et le password qui sont donnés sont compris dans notre base de données. Donc, il utilise ici notre handler, une autre classe qui est notre base de données juste pour le cas, qui est utilisateur. Nous pouvons le voir directement. Donc, cette classe, on a défini un users de type map, string, le premier pour email et le second pour le mot de passe. Donc, on a défini cette validation qui va recevoir la chaîne. Donc, la base de données va recevoir la chaîne avec laquelle elle va travailler. Une méthode login pour vérifier si le email et le password sont bons dans la base de données. Une méthode register pour s'enregistrer. Une méthode exist email et vérification de password valide pour voir au niveau de identifiant user lorsqu'il va recevoir le email et le password, il va appeler ces deux méthodes-là pour qu'il puisse faire la vérification pour voir si ces éléments sont dans la base de données ou pas. Donc, on revient à notre identifiant user. Voilà, comme je le disais, dans sa méthode vérification, il va appeler la méthode exist email de BD, qui est notre base de données, et il va voir si elle n'existe pas, alors il va afficher votre email n'est pas enregistré. Dans le cas où c'est enregistré, il vérifie ensuite la correspondance entre le password donné et le password qui a été enregistré avec le mail. S'il y a correspondance, c'est bon, sinon, password erroné. Et après ça, il vérifie s'il y a un nouveau handler, un suivant, alors il le passe pour que lui aussi fasse sa vérification, sinon il s'arrête. Donc le dernier, c'est role user, le quatrième handler, c'est role user qui va simplement définir, voir, vérifier si l'utilisateur qui essaie de se connecter est un administrateur ou un simple utilisateur. Donc, on a donné email.equals admin@exemple.com. Donc, si l'email est celui-ci, alors c'est un administrateur. Sinon, on affichera ainsi hello admin. Sinon, c'est un utilisateur. Et on fera simplement hello user. Et comme d'habitude, avec absence suivant, vérifier s'il y a un prochain handler pour le passer les mêmes éléments. Sinon, ça a été là. Voilà. Donc, nous allons aller à l'exécution de ce code dans notre fonction, dans notre classe, test Java, où on déclare d'abord une méthode init. Dans cette méthode init, nous allons créer notre chaîne, nous allons créer la base de données, créer la chaîne, donner la chaîne à la base de données. Et dans le main, maintenant, nous allons demander à l'utilisateur d'entrer le mail et le password et appliquer ce que nous avons déjà vu précédemment, faire passer cela au travers de la chaîne. Donc, on crée notre base de données, BD, new utilisateur. Rappelons que l'utilisateur avait été créé pour ça, pour les bases de données. Donc, on enregistre de email et mot de passe à l'intérieur avec la méthode register. On crée notre chaîne, new limite demande, on y connecte, new identifier user qu'on donne comme paramètre BD, on le connecte encore avec role user. Et on donne cette chaîne-là à la base de données pour qu'il puisse faire ce traitement. Ensuite, on va appeler cette méthode init dans la méthode principale. Et après cela, on va faire une méthode while tant que
l'utilisateur n'a pas pu se connecter, on lui redonne accès pour qu'il puisse réessayer de se connecter. Donc, on a un booléen succès qui va recevoir true ou false en fonction de la réponse du login. Si le login a marché, il recevra true. Donc, le do while va s'arrêter, sinon le do while continue. Donc, on fait un test. Donc on exécute le code, on donne un email au hasard, i, et voilà, on donne, je le répète de façon rapide, et je vois comme il dit, vous avez excédé la limite de requête, c'est ce qu'on voulait tester aussi au niveau de la méthode limite demande. Donc on nous avait excédé la limite de requête autorisée, et on donne, dans le second exemple de données valides, on donne le email, le pass, on dit hello admin, connexion réussie. Voilà, donc voilà ce qu'il en est de notre cas pratique. Donc les avantages et les inconvénients, c'est que deux principaux avantages, le principe de responsabilité unique est respecté par la chaîne de responsabilité. Également le principe ouvert-fermé, donc nous pouvons ajouter de nouveaux handlers sans toucher au programme qui existait déjà. On a une séparation entre l'émetteur de la requête et ses récepteurs. L'objet n'a pas besoin de connaître la structure de la chaîne. Il y a indépendance entre les deux. On peut également contrôler l'ordre de traitement de la demande. C'est nous qui disposons les handlers comme nous le voulons dans la chaîne. Deux inconvénients principaux, c'est que l'exécution de la requête n'est pas garantie. Il se peut que l'objet parcourt toute la chaîne sans qu'aucun handler ne décide de le traiter. Et un autre point, c'est que on peut observer quelques difficultés au niveau de l'exécution et débogage de ce code. Le lien avec les autres patrons de comportementaux, commandes, médiateurs, observateurs, c'est que ils essayent tous de mettre une relation entre le récepteur et le demandeur. Donc, chaîne de responsabilité, on a vu comment il fait passer à la requête à chacun des éléments de la chaîne. Au niveau de commande, il établit une connexion unidirectionnelle entre le demandeur et le récepteur. Au niveau du médiateur, par contre, il élimine les liens directs et il les force à communiquer indirectement via un objet médiateur, d'où son nom. Au niveau d'observateur, il permet au récepteur de s'inscrire et de se désinscrire dynamiquement à la réception des demandes. Donc, pour conclure, la chaîne de responsabilité est un patron de conception comportementale qui repose sur la division des tâches pour limiter le couplage entre objets. Il est basé sur une chaîne de handlers, chacun effectuant une tâche précise. Sa structure comporte en 1 une interface commune à tous les handlers, en 2 une classe de base abstraite où est écrit le code commun à tous les handlers, en 3 une classe concrète qui contient le code de traitement des requêtes. Il est très utile car il respecte les principes solides de Single Responsibility et Open Close Principle, mais ne garantit pas l'exécution de la requête dans certains cas. Merci pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous a été d'une grande utilité.